Il est 23 h sur RTI 1. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce dernier carrefour de l'information. Le lancement de la Journée internationale de la femme aura lieu le 21 février prochain à Abidjan. Plusieurs activités vont meubler l'édition 2022 autour du thème « L'égalité de chance pour un avenir durable en Côte d'Ivoire ». L'étoffe de la célébration a été présentée par la ministre Nasseneba Touré. Explosion de gaz ce mardi à Grand Bassam d'un camion qui transportait du gaz butane en provenance d'Abidjan. Le véhicule s'est renversé au niveau du village artisanal de la cité balnéaire. Dans son sillage, plusieurs magasins sont partis en fumée. Un accident qui a fait au moins 3 blessés graves parmi la population riveraine. Arrivée triomphale des Lions de la Teranga à Dakar, des milliers de Sénégalais sont sortis pour saluer les héros de Yaoundé, victorieux de la CAN 2021. Sadio Mané et ses coéquipiers ont été reçus ce soir même par le président Macky Sall. Voilà pour le titre. Merci de regarder RTI 1. Dans un mois exactement aura lieu la journée du 8 mars, une célébration au cours de laquelle le bilan sur la situation de la femme sera dressé. En Côte d'Ivoire, le gouvernement appelle à une mobilisation en faveur de ses droits, une mobilisation pour bannir les violences et les inégalités qu'elle subit. Et sur le sujet, Nasseneba Touré a animé une conférence de presse. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a profité de l'occasion pour présenter le et les articulations de l'édition 2022. Théodore Zouzou, Godefroy Kambawa. Ce pagne, présenté par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nasseneba Touré et ses collaboratrices, est celui choisi pour la célébration de la Journée internationale de la femme qui se tient le 8 mars de chaque année. Ce pagne symbolise l'union, la solidarité, mais encore l'expression de la diversité. La célébration officielle 2022 se tiendra dans la commune de Koumassi autour du thème de l'égalité de chance pour un avenir durable en Côte d'Ivoire. Il s'agit de mettre sur la sellette la problématique du changement climatique qui menace l'avenir si rien n'est fait sous l'angle de la dimension genre. Par exemple, la raréfaction des points d'accès à l'eau oblige les femmes à parcourir des distances toujours plus longues pour trouver cette ressource nécessaire à la vie de toute la famille. Ce thème indique dès lors l'importance de prendre en compte la dimension genre dans les programmes et initiatives de développement pour un avenir meilleur et durable. Une occasion pour la ministre Nasseneba Touré de présenter les innovations de cette édition. Le lancement de la GIF 2022 qui se tiendra le 21 février prochain au campus universitaire de Cocody. Nous allons avoir des panels autour des thèmes zéro violence basée sur le genre et cohésion sociale. La GIF des arts, de la mode et du spectacle et la cérémonie officielle le 8 mars sous le parrainage de Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara. Pour amener la jeune génération à s'approprier la lutte contre le changement climatique, la présentation d'une nouvelle génération de jeunes hommes militants en faveur des droits de la femme intitulée E4She est envisagée. Les réseaux sociaux et les acteurs de la presse sont également mis à contribution pour être des relais dans la sensibilisation et faire tomber les inégalités. En 2019, la corruption a fait perdre à l'État de Côte d'Ivoire 1400 milliards de francs CFA. C'est le directeur de cabinet du ministre de la Promotion de la Bonne Gouvernance qui l'a annoncé. Fousseyni Touré était mardi dernier l'invité de la tribune Tout savoir sur du CICG, le Centre d'information et de communication gouvernementale, l'éclairage d'Espérance Diakale et Abou Sanogo. La corruption a fait perdre à la Côte d'Ivoire en 2019 1400 milliards de francs CFA, soit 64% du service de sa dette, selon une étude rendue publique par le ministère de la Promotion, de la Bonne Gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption. Des chiffres qui fragilisent les recettes fiscales de l'État et freinent les efforts des autorités dans la mise en œuvre des politiques publiques pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Face à tout cela, le président Alassane Ouattara a donné un coup d'accélérateur à sa politique de lutte contre la corruption. Il a fait de la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance la troisième priorité de l'année 2022. Il y a à peine une semaine, lors du Conseil des ministres, il a réaffirmé et réitéré cet engagement vis-à-vis des gestionnaires des sociétés et établissements
publique. C'est pour dire que la question tient au chef de l'État, la question également tient au gouvernement dirigé par son Excellence, Monsieur le Premier ministre Jérôme Patrick Achi. À ce jour, grâce au plan stratégique de développement, 133 missions d'investigation et de vérification des signalisations de corruption ont été réalisées dans certaines administrations et services publics. Au thème de toutes ces missions, 64 agents et fonctionnaires de l'État ont été interpellés et traduits devant les conseils de discipline conformément au statut général de la fonction publique. Le ministère a mis en place, et bientôt ça sera lancé par son Excellence Monsieur le Premier ministre, une plateforme d'alerte et de signalement qu'on a appelée SPACIA, qui est le système de prévention et de détection des actes de corruption et d'infractions assimilées. En perspective, plusieurs réformes sont prévues, notamment le renforcement et l'harmonisation du cadre institutionnel et juridique, l'intensification des actions de sensibilisation et de communication en matière de bonne gouvernance en vue de lutter efficacement contre la corruption. C'est la dernière réforme engagée par l'administration fiscale. La déclaration de la TVA, la taxe à valeur ajoutée, est désormais digitalisée. Depuis le 1er février, les paiements se font désormais en ligne. Le lancement officiel de la plateforme a eu lieu la semaine dernière. C'était en présence de plusieurs catégories de contribuables, mais aussi du ministre du Budget et du portefeuille de l'État. Des précisions dans ce reportage de Cheikh Aboubacar Koné. Fini le casse-tête de l'administration fiscale à gérer les énormes déperditions dans la collecte de la taxe à valeur ajoutée, la TVA, auprès de certains contribuables qui ont la propension à ne pas reverser la taxe collectée ou d'en différer le paiement. La TVA est désormais déclarée en ligne sur la plateforme de la télédéclaration et télépaiement de la Direction générale des impôts, IMPO. L'implémentation de cet outil informatique innovant se justifie par la volonté de faire de la TVA un impôt véritablement leader. On le dit, mais la TVA n'a pas encore pris la place qui est la sienne dans le dispositif fiscal ivoirien, puisque au jour, elle est encore en concurrence avec l'impôt sur les bénéfices et les impôts sur les traitements et salaires. Un pays moderne doit asseoir l'essentiel de sa fiscalité sur la consommation. Et la TVA est par excellence l'impôt sur la consommation. Cette réforme, qui est une innovation majeure, s'inscrit dans une réelle volonté de digitaliser toute l'administration fiscale. Ainsi, comme on le voit, les implications de cette taxe vont au-delà des simples considérations fiscales pour toucher l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. Il était donc urgent pour nous de mettre en place une administration digitalisée de la TVA qui sécurise les entreprises et leurs opérations en Côte d'Ivoire. J'invite donc tous les acteurs à s'approprier ce nouveau système et à ne pas hésiter à nous proposer des pistes d'amélioration dans le sens du renforcement de la performance de la TVA. La réforme de l'administration digitalisée de la TVA entre en vigueur. Elle intervient après une série de réformes aussi multiples qu'innovantes, à savoir la digitalisation du contrôle fiscal, le portail IMPO, Télélias et bien d'autres. Et je vous invite à présent à faire une incursion au sein de la communauté ivoirienne à Conakry, en Guinée, où le climat des affaires s'est désormais nettement amélioré ces dernières années. Nombreux sont les investisseurs ivoiriens qui ont choisi ce pays pour faire fortune. Des Ivoiriens qu'on retrouve aussi bien dans l'immobilier, la construction. Certains excellent dans la distribution, l'éducation ou encore dans les petits métiers tels que la coiffure et la restauration. Investissement à l'étranger, ces Ivoiriens qui ont choisi la Guinée. C'est le dossier Eco Plus de ce mardi. Il est proposé par Jean-Luc Bangbo et Zakaria Traoré. Conakry, capitale de la Guinée. Plus de 2 millions d'habitants, une ville en pleine expansion, en pleine urbanisation. Au cœur de la ville comme dans la périphérie, les logements poussent, traduisant ici le dynamisme d'un secteur, l'immobilier. Alexandre Tony en est l'un des principaux acteurs. Originaire de la Côte d'Ivoire, il s'est installé en Guinée en 2014, y créant par la même occasion
son entreprise de bâtiments et travaux publics. Combien de bâtiments ici par là? 11 bâtiments liés. Ses principales références en Guinée sont la construction de plus de 150 km de routes rurales, une dizaine de ponts et surtout, depuis 2019, un contrat pour la construction de 2500 logements socio-économiques pour la plus grande compagnie minière du pays. Ça a été un choix très difficile au départ, mais à l'arrivée, je suis fier. J'ai fait quand même quelques pays de la sous-région, Mali, Ghana, Maroc. Et voilà, après qu'un ami m'a parlé de la Guinée-Conakry, que le pays a besoin des fils et filles et aussi des frères de la sous-région pour contribuer au développement. Donc c'est une manière aussi pour moi d'apporter mon aide à un pays frère. Apporter sa pierre à l'édification d'un pays en plein essor immobilier, un engagement que partage également un autre Ivoirien en Guinée, Yacine Kouadio. Lui a choisi la fourniture de matériaux de chantier et équipements de protection individuelle, la maintenance et le conseil industriel. On fait notre petit bonhomme de chemin, on a des chiffres d'affaires qui avoisinent les 600-700 millions. CFA, en francs guinéens, on est autour de 10 milliards. Donc, je pense que même en Côte d'Ivoire, pour une petite structure qui fait ce montant-là, serait parmi les PME à prendre au sérieux. Cet ingénieur en mécanique, formé en Côte d'Ivoire, fait donc son petit bonhomme de chemin en Guinée depuis 2015. Je pense que les Ivoiriens n'ont pas l'habitude de sortir et ils ont un peu peur. Mais quand ils sortent, ils ont quand même ils ont été bien formés. Ils peuvent s'adapter à plusieurs environnements. Pour lui, qu'on soit en Côte d'Ivoire ou en dehors, il faut savoir saisir les opportunités. C'est ce qu'a fait Mathieu Sadia, cadre ivoirien, mais dans un tout autre registre. Bonjour. Cette école primaire, située dans le quartier de Lambagne, fait partie de la chaîne d'établissements qu'il a ouvert ici à Conakry. 3 au total. Belle réussite pour celui qui est arrivé en Guinée pour travailler dans les télécoms. Un bon pour elle, hein? Bravo! J'ai vu sur le terrain que les réalités au niveau de l'enseignement demandaient encore d'apporter un meilleur. Celui qui totalise aujourd'hui une vingtaine d'années de présence en Guinée et témoin de plusieurs changements sociopolitiques dans le pays reste convaincu d'une chose: la fraternité entre les deux pays voisins qui facilite l'intégration et l'investissement. La Guinée et la Côte d'Ivoire sont vraiment des pays voisins, des pays amis, des pays frères. Donc lorsque nous rentrons ici, nous sommes accueillis comme si nous étions chez nous. Et tout besoin, ce que nous faisons, c'est de respecter l'administration, tout ce qui est administratif. On retrouve également les Ivoiriens dans l'hôtellerie, la restauration, le showbiz ou encore les petits métiers comme la coiffure. Maggie est originaire de l'Est de la Côte d'Ivoire. Elle a appris la coiffure dans son pays avant de migrer en Guinée. C'est vrai, la monnaie elle est faible, mais en tout cas, quand tu viens ici, quand tu te débrouilles bien, tu peux t'en sortir. Le savoir-faire ivoirien en la matière est très prisé ici. Et Maggie en profite pour faire de bonnes affaires. On estime à entre 5 000 et 6 000 le nombre d'Ivoiriens vivant en Guinée, évoluant dans presque tous les milieux économiques. Alain Hachi préside aux destinées de la CIG, la communauté des Ivoiriens de Guinée, depuis quelques années. Ce restaurant dans lequel il nous reçoit appartient à un Ivoirien. On a la plupart de nos frères qui sont dans presque tous les secteurs. Voilà. Et c'est pas seulement en Guinée, c'est dans tous les pays. Il y a ceux qui se suffisent et il y a ceux qui se suffisent moins et ceux qui ne se suffisent pas du tout. Nous avons toutes ces catégories ici en Guinée et particulièrement au sein de la communauté. Les Ivoiriens qui se suffisent en Guinée, une catégorie dont fait partie Alexandre Tony, le patron de l'entreprise de BTP. Une réussite qu'il a tissée à coup de partenariat avec d'autres chefs d'entreprise locaux. Quitter chez soi et venir réussir ailleurs, ce n'est pas donné à tous. Au-delà même de cet aspect culture, les Ivoiriens sont en train de venir encore dans l'entrepreneuriat et ils s'imposent. Je crois que nous autres, il faut qu'on attache aussi la ceinture. Hein.
Alexandre Tonné, avec son marché de 2500 logements sur une trentaine d'hectares entre Conakry et Kamsar, symbolise la percée du savoir-faire ivoirien dans les BTP en Guinée. Ici, voilà, c'est du nouveau. Ça n'existe pas pour le moment, ce genre de projet en Guinée. Voilà pourquoi j'ai hâte de lancer ce projet et voir le projet naître pour que dans l'avenir, envoyer aussi les premiers chez moi au pays pour voilà, continuer aussi l'œuvre que je veux faire. Retourner au pays pour présenter les fruits de son aventure à l'étranger, le rêve de tout expatrié. Cela équivaut surtout à relever un double défi. S'imposer d'abord à l'étranger, puis confirmer sur le sol ivoirien. Un rêve que caresse Tonné Alexandre comme tous les autres Ivoiriens de Guinée. Investissement à l'étranger, ces Ivoiriens qui ont choisi la Guinée, un dossier à revoir sur RTI 1. Tout de suite, le point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mardi 8 février 2022 38 nouveaux cas de Covid-19 sur 2165 échantillons prélevés, soit à 1,7% de cas positifs, 72 guéris et 0 décès. À la date du 8 février, la Côte d'Ivoire compte donc 80 976 cas confirmés, dont 78 757 personnes guéries, 787 décès et 1432 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 372 057. Le 7 février, 110 778 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 8 573 457 doses du 1er mars 2021 au 7 février 2022. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Le projet de la mobilité électrique ou encore du transport intégré vient d'être lancé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Il s'agit à terme de réduire la pollution née de la consommation de combustibles fossiles tels que le charbon, le pétrole ou encore le gaz naturel. Plus de détails dans ce reportage de Grace Kando. Le projet Transport intégré durable va permettre d'introduire les véhicules électriques en Côte d'Ivoire et réduire les émissions de gaz à effet de serre et la pollution de l'air en milieu urbain. Nous avons dans ce carburant environ 2000 ppm de soufre, alors que dans les autres pays développés, nous avons seulement 10 ppm de soufre dans leur carburant. Il y a un effort à faire. Est-ce qu'on peut rester dans cette situation qui impacte la santé des habitants, notamment les maladies respiratoires et cardiovasculaires? Le projet Mobilité électrique est soutenu par le Programme des Nations Unies pour l'environnement et financé par le Fonds pour l'environnement mondial à hauteur de 300 millions de francs CFA. La Côte d'Ivoire, le Togo et la Sierra Leone sont les 3 pays de la CEDEAO concernés par ce projet pilote. Aujourd'hui, notre ambition, c'est d'arriver même au niveau des 2 roues aussi, à les amener à utiliser aussi l'électricité pour que les émissions de gaz à effet de serre puissent baisser significativement. Le ministère des Transports a pris la décision d'interdire l'importation des véhicules d'occasion de plus de 5 ans, concernant les petits véhicules. Donc aujourd'hui, c'est de faire en sorte que notre parc se rajeunisse. Le projet Mobilité électrique s'appuie sur des objectifs spécifiques. Former et renforcer les capacités des acteurs, surtout les professionnels du transport, faire la démonstration des essais de véhicules électriques et développer des plans d'affaires pour susciter l'engagement du secteur privé. Selon le ministère de l'Environnement et du Développement durable, un quart des émissions de dioxyde de carbone liées à l'énergie provient du secteur des transports. Ce chiffre devrait atteindre un tiers d'ici à 2050. Une délégation de la ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, était ce mardi dans les locaux de la RTI. Il s'agissait de la toute première séance de travail de l'institution qui effectue des visites périodiques aux médias. Les échanges ont porté sur l'application du cahier des charges et les attentes de la ACA pour un service public de qualité. On en parle avec Walter Amadou Ouattara.
René Bougouin, président de la ARCA, haute autorité de la communication audiovisuelle, reçu par Fosséni Dambélé, directeur général de la radio-télévision ivoirienne RTI. À ses côtés, des directeurs des chaînes radio et télé, ainsi que des responsables des autres départements du groupe RTI. Les différents points à l'ordre du jour, notamment les grilles des programmes et les réalités rencontrées dans leur mise en œuvre, les modes de sanction de la ARCA sont abordés sans tabou. Membres de la délégation reçue et ceux de la structure haute ont ainsi partagé leurs avis et suggestions relativement à l'exécution du cahier de charges de la RTI. Dans l'ensemble, le président de la ARCA est satisfait des productions de la radio-télévision ivoirienne. RTI fait bien son travail. Nous en avons eu encore un aperçu récemment avec la CAN. À proprement parler, pas de recommandations véritables, sauf à persévérer dans ce qui est fait, dans ce qui est bien, insister sur la signalétique, chercher, sans brider bien sûr la créativité, mais chercher à améliorer la maîtrise d'antenne à caractère polémiste. Il faut absolument aider la RTI à mieux accomplir ses exigeantes missions de service public. Le service public concourt à la cohésion nationale, il y a des enjeux culturels, sociaux et bien d'autres. Fosséni Dambélé, directeur général de la RTI et ses collaborateurs ont souhaité de la ARCA moins de restrictions sur la publicité et plus de regard de cette autorité sur la concurrence que la RTI juge déloyale menée par les chaînes internationales dans l'exploitation de l'environnement audiovisuel en Côte d'Ivoire. Les responsables de la RTI ont convié leur hôte à une visite des studios où sont réalisées l'émission C'est Midi et les journaux télévisés. Des comités de paix dans les lycées et collèges, c'est une idée de la plateforme de la société civile pour la paix et la démocratie. Cette dernière entend apporter une réponse à la violence et à l'incivisme en milieu scolaire. À Bouaké, le comité du lycée municipal d'Ibo Sunkalo a été installé. Il aura pour mission de pacifier l'environnement scolaire et surtout de lutter contre les congés anticipés. Soro Corona. Le lycée municipal d'Ibo Sunkalo de Bouaké a désormais son comité de paix. Comité qui aura pour mission de sensibiliser les élèves sur les conséquences des congés anticipés et les dangers de la consommation de la drogue à l'école. Fléau récurrent ces dernières années en Côte d'Ivoire. L'élève doit prendre conscience qu'à l'école, c'est à l'école qu'on peut réussir. Donc c'est plus les sensibiliser à rester à l'école pour continuer les cours, pour ne pas bâcler les programmes. Sinon, en fin d'année, ça va jouer sur nos examens. Concernant l'existence de fumoirs dans le milieu scolaire, le chef d'escadron de la gendarmerie invite les élèves à se détourner de la consommation des drogues. Il a fait un tour d'horizon des méfaits de la drogue et les peines encourues par les vendeurs et consommateurs. On a constaté que les élèves se donnent de plus en plus à la drogue. La drogue a des conséquences néfastes. Une personne qui est lucide ne peut pas agresser son enseignant qui est son maître avec sa drogue. Que ce soit la consommation ou la vente, vous avez 5 mois à 5 ans de prison, 500 à 5 millions d'amendes à payer. Le coordonnateur de la plateforme de la société civile pour la paix et la démocratie est revenu sur l'importance des comités de paix. Nous avons décidé d'accompagner l'école au niveau de la Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que nous avons réfléchi afin d'installer des comités de paix pour permettre à nos systèmes scolaires d'être tranquilles, pour que nous puissions vraiment offrir un espace de paix et de tranquillité dans nos établissements scolaires. Autorités administratives et éducatives s'engagent à accompagner ces comités pour un environnement scolaire apaisé en Côte d'Ivoire. Ce sont 30 comités de paix qui seront installés dans les lycées et collèges de la région de Bouaké. Il transportait au moins 500 bonbonnes de gaz. Ce mardi, un camion a explosé sur le tronçon du village artisanal de Grand Bassam. On compte au moins 3 blessés et les dégâts matériels sont importants. Didier Nguessan. Grand Bassam, village des artisans. Un camion de 10 roues entièrement calciné. La fumée s'échappe encore de l'épave. Le véhicule transportait des bouteilles de gaz butane pour ravitailler certainement ses points de vente pour les ménages. Malheureusement, il n'arrivera pas à destination.
Ces images amateurs montrent l'ampleur des dégâts. L'incendie a fait 3 victimes blessées, prises en charge et évacuées aux urgences par les sapeurs-pompiers militaires et les secouristes d'urgence de Grand Bassam. Bon, aujourd'hui, aux environs de 13h40, on a été alerté pour un feu de camion transportant les bouteilles de gaz. Et arrivé sur les lieux, on a vu qu'il y avait des explosions et le feu se propageait vers les magasins aux alentours. Donc notre mission, en premier temps, c'est de créer un périmètre de sécurité pour ne pas qu'il y ait des blessés et autres. Et puis ensuite, on a procédé à l'extinction du feu. Et dès notre arrivée, il faut dire que l'accès était vraiment difficile du fait des explosions, des nombreuses bouteilles de gaz. Il y avait vraiment des détonations de part et d'autre. Il y a présentement 16 magasins qui sont partis en feu. L'un des artisans sinistrés témoigne. On a essayé d'éteindre le feu, mais vraiment on n'a pas pu. Et les braises qui tombaient là ont pris les herbes, c'est allé vers le réservoir. Quand tout a commencé à brûler, on n'a pas pu rester là. Il y a 16 ateliers qui ont été recensés, qui sont brûlés. Cet incident malheureux de Grand Bassam rappelle la dangerosité du gaz domestique en cas d'accident, même lorsqu'il est transporté dans les meilleures conditions de sécurité. Ironie du sort, la plupart des taxis communaux de Grand Bassam utilisent ce gaz domestique à la place du carburant, un détournement d'usage pourtant interdit dans le transport. Un mot de sport, de football, notamment après leur sacre continental au Cameroun. Les Lions de la Teranga sont arrivés à Dakar. Les héros de Yaoundé ont pris un bain de foule, un accueil historique à la hauteur de leur exploit. Dakar a fêté ses héros et les joueurs ont communié avec les supporters. Serge Collet a été dans la ferveur sénégalaise. Voici son compte-rendu. Ils étaient des dizaines de milliers pour accueillir les nouveaux champions d'Afrique. Ce lundi 7 février 2022, déclaré férié par le président Macky Sall, le 11 national était attendu par tout un peuple. L'événement est retransmis en direct, mais les supporters veulent être témoins de l'histoire en vivant ces moments de bonheur. Même si les Lions ont communié avec des foules immenses, tous n'ont pas eu la chance de les voir à leur arrivée. Je suis venu pour soutenir les Lions de la Teranga. Voilà. Mais dommage, on ne les a pas vus parce qu'ils ont emprunté la voie de la BDN. Donc c'est un sentiment de tristesse, si je peux dire. Mais bon, force Lions de la Teranga et puis c'est l'Afrique qui gagne. Pour voir les Lions de la Teranga et communier avec eux, il fallait surtout faire preuve de patience. On est resté là-bas de 13h à 18h. On n'a même pas aperçu les joueurs. Mais bon, quand même, nous nous réjouissons car nous avons obtenu la coupe que nous avons cherchée pendant des années. Nous ne l'avons jamais eue. Ils l'ont fait pour nous et pour tous ceux qui ne sont plus là, comme les Bokandais. Les Lions du Sénégal sont bien arrivés à Dakar avec le trophée continental. Ils auront droit à un hommage national au palais présidentiel ce mardi 8 février avec notamment une décoration dans l'ordre du Lion. En attendant la suite du programme officiel, la fête se poursuit dans les rues de la capitale. Rappelons que les Lions ont été reçus ce soir même au Palais de la République pour une cérémonie de distinction. Dans l'actualité internationale au Mali, la présence du groupe de sécurité privé russe Wagner a été confirmée. C'est le président Vladimir Poutine qui l'a annoncé. On se rappelle qu'à Bamako, les autorités de la transition avaient pourtant affirmé que c'était des soldats russes qui soutenaient l'armée malienne. Un démenti formel du président russe Vladimir Poutine qui met à mal le discours des autorités maliennes de la transition. Ainsi se referme cette édition préparée par l'ensemble des équipes techniques et rédactionnelles de RTI 1. Merci de rester sur notre chaîne. Bonsoir.